Pendant un mois, petits et grands pourront apprécier un spectacle inédit sur les plages du Prado. Cirque traditionnel, sans oublier strass, paillettes, costumes aux 1000 couleurs, chorégraphie féerique. Sébastien Azéma, responsable communication du cirque Medrano, nous en dit plus sur cet événement attendu par de nombreux jeunes Marseillais. Bonjour Sébastien. Bonjour. Le cirque Medrano a fait rêver de nombreuses générations avec les plus grands noms de la piste. Quelle est son histoire ? Alors, mais c'est une très vieille histoire, puisque le cirque Medrano, c'est une institution séculaire qui a été créée en 1897 par donc Geronimo Medrano. Pour la petite histoire, faut savoir que anciennement c'était un médecin et que il a découvert sa deuxième vocation, notamment en soignant les enfants et guérissant par le rire. Et donc il est presque naturellement, j'ai envie de dire, devenu clown. Et donc ça a été pendant longtemps justement considéré comme le cirque des clowns. Les plus grands se sont produits chez Medrano, et puis après donc il y a eu des stars aussi du musical, tel Buster Keaton, des grands peintres qui sont venus, tel Toulouse-Lautrec. Voilà, donc on va dire quelque part un endroit très couru. Et puis ce cirque qui était en dur, qui était à Paris dans le quartier Montmartre, a connu aussi des heures difficiles avec l'apparition de la télévision. Et on va dire que pour la période moderne, c'est depuis 1987 que Raoul Gibault a repris le flambeau et a redonné ses lettres de noblesse au grand cirque Medrano, et donc lui a permis de retrouver l'itinérance avec des spectacles de grande qualité et des artistes internationaux. C'est en effet un nom qui fait référence dans l'univers du cirque. Medrano est la seule organisation française possédant 3 genres de cirque existants au monde. Pourriez-vous nous les présenter ? Disons que nous avons plusieurs types de spectacles. Nous avons notamment donc le cirque traditionnel, le cirque qui va venir avec son spectacle de Noël à Marseille, avec donc des numéros qu'on va retrouver assez traditionnels, mais aussi spectaculaires, qui n'empêchent spectaculaires quand même, qui viendront des 4 coins du monde. Nous avons un cirque aussi avec une piste qui est donc sur glace. C'est une patinoire naturelle qui remplace la piste traditionnelle de sciure, et également un cirque sur l'eau avec un bassin de plus de 60 000 litres d'eau où les artistes effectuent, on va dire, des figures, que ce soit dans les airs ou au-dessus de l'eau. Avec son nouveau spectacle Océania, Medrano revient aux fondamentaux du cirque. Que sont-ils, ces fondamentaux ? Les fondamentaux, on va dire que ce sont vraiment les numéros traditionnels, à savoir le jonglage, les numéros aériens tels le trapèze, les numéros qu'on n'a plus l'habitude de voir comme la suspension capillaire, donc des numéros vraiment traditionnels, puisque ce qui est important dans le cirque, c'est savoir se réinventer sans galvauder la tradition, puisque ça reste le spectacle populaire par excellence, le cirque, et donc le public attend de voir les ingrédients traditionnels, mais il faut toujours se renouveler, se moderniser pour conquérir aussi de nouveaux publics et être aussi à la page, puisque quelque part le cirque c'est aussi le reflet du monde actuel. Et oui, on est forcément admiratif à l'évocation de numéros comme les cascadeurs de l'extrême, les trapézistes, la force capillaire, vous le mentionnez, et bien d'autres encore. Tout à fait, je vais pas tous les énumérer, mais on va retrouver aussi, sur ce spectacle de Marseille, un contorsionniste tout à fait exceptionnel. Ça, ce sont vraiment des numéros qu'on avait l'habitude de voir, on va dire, presque aux origines du cirque, et qui reviennent aussi aujourd'hui, mais avec un habillage aussi plus moderne, et avec, on va dire, une chorégraphie, des musiques qui font qu'on est vraiment toujours, on va dire, peu importe la génération, mais toujours ébahi devant les performances des artistes. Jérôme Medrano, le fils du fondateur, faisait un vœu, puissent les jeunes apprendre à connaître le cirque et lui redonner la place qu'il mérite. Quel regard aurait-il aujourd'hui ? Écoutez, déjà il aurait peut-être un regard par rapport au contexte dans lequel on vit qui serait pas forcément encourageant, mais justement il se dirait, je pense, que vu que c'était quelqu'un d'innovant, de très créatif, qui vraiment a fait on va dire exploser ce cirque Medrano, dans le sens où
lui a donné vraiment une renommée presque internationale, je pense qu'il serait quand même assez content de voir que le cirque existe encore, que ça donne justement et que qu'on en a forcément peut-être encore plus besoin qu'avant dans le contexte dans lequel on vit, puisque pour le public, justement, c'est le moyen de s'évader, de rêver. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Nul doute que le cirque Medrano suscitera encore bien des vocations. Je me fais le porte-parole du jeune public. Comment devient-on jongleur, illusionniste ou cascadeur ? Ah ben ça, alors souvent, bien sûr, des fois c'est justement en venant au cirque qu'on a l'inspiration, puisqu'on se dit que on a envie de faire pareil, puisque c'est quand même extraordinaire. On rêve en voyant ces numéros, et donc on se dit, j'imagine, en tout cas en étant enfant, qu'on aimerait faire la même chose. Et puis voilà, faut surtout savoir que au niveau des artistes, de toute façon, c'est des numéros de passionnés. Faut vraiment avoir la passion, puisque avant c'était souvent très traditionnel. Je veux dire, c'était quand on était, comme on dit, enfant de la balle. C'est-à-dire que ça se perpétuait de génération en génération. Les enfants reproduisaient les numéros, commençaient très tôt, parce que les parents étaient déjà artistes. Et aujourd'hui, voilà, il y a maintenant aussi des écoles de cirque qui fleurissent un petit peu partout pour justement se former aux différentes disciplines. Mais c'est quelque chose, voilà, faut être passionné. C'est comme quand on est passionné d'un sport. Voilà, faut avoir ce goût aussi pour le public, ce goût de vouloir montrer des choses exceptionnelles. Et voilà, c'est quelque chose qui en tout cas se développe toujours, puisque les écoles de cirque se développent et qui plaît énormément. Il convient de le souligner, le directeur du cirque Medrano, Raoul Gibault, qui n'est pas né dans le cirque, s'efforce de démythifier cet univers. Ne pas être un enfant de la balle n'est donc pas un frein pour exercer ce métier ? Mais non, tout à fait, puisque justement, ce que je viens de vous dire, c'est que il y a vraiment maintenant, on va dire, les portes sont ouvertes à tous les talents, finalement, et qu'ils soient issus ou non du milieu circassien, et donc on le voit aussi concrètement, même à travers des émissions de télévision, où on voit notamment des artistes, des performeurs qui s'illustraient, voilà, que ce soit dans Incroyable Talent ou d'autres shows, et qui généralement viennent souvent du milieu du cirque, ou ont eu une formation, on va dire, circassienne sans être issus de ce milieu-là. Et donc on va retrouver aussi, voilà, pas mal de sportifs, notamment souvent des gymnastes, des gens, voilà, qui ont on va dire cette culture de la performance. Et il faut savoir que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez difficile, puisque ce sont des heures d'entraînement, et c'est pour ça qu'il faut vraiment être passionné pour vouloir en faire son métier. Le rôle de la femme au sein du cirque a beaucoup évolué. C'est le cas aussi chez Medrano ? Tout à fait, puisque justement on a ça me fait penser justement à une de nos artistes, notamment qui fait un numéro à la fois de hula hoop et d'équilibre, et qui était en fait infirmière dans son pays, qui est chilienne, qui vient du Chili, de Santiago, et qui donc était infirmière, et donc a finalement choisi de vivre de cette passion du cirque qu'elle avait déjà depuis petite, et donc ça montre aussi que voilà, les femmes aussi s'affirment dans cette passion et ont vraiment leur rôle à jouer. Donc d'ailleurs on a de plus en plus de numéros où les femmes sont vraiment on va dire le personnage central des numéros, et donc c'est très bien comme ça. Je trouve que voilà, ça se marie parfaitement aussi à l'époque dans laquelle on est. Vous l'avez évoqué, le cirque doit se renouveler et s'adapter aux exigences d'un public sensible à la protection des animaux. Comment y parvenir ? Écoutez, par rapport aux animaux, déjà, on va dire le problème entre guillemets est réglé, puisque nous, en tout cas, nous ne présentons plus d'animaux dans nos spectacles. Comme je le dis encore, forcé et besoin d'évoluer, même si après, ça restera un débat dans tous les cas, puisque la loi, en tout cas au jour d'aujourd'hui,
n'est pas acté sur l'interdiction des animaux dans les cirques, mais on va dire que les mouvances actuelles et les pressions aussi font que aujourd'hui on s'adapte aussi à ce que voilà la majorité du public a envie de voir. Merci beaucoup Sébastien pour cette interview qui va intéresser, j'imagine, de nombreux jeunes auditeurs. Eh bien, écoutez, merci à vous de m'avoir reçu et ce fut un plaisir. On espère que le public marseillais, comme chaque année, répondra présent sous notre chapiteau. Ces œuvres portent en elles le souvenir de sa famille, dont une partie a disparu à Auschwitz. Depuis le 10 novembre jusqu'au 28 février, la Fondation du Camp des Mille, Mémoire et Éducation accueille l'exposition Effacement de l'artiste peintre Nathalie Rothkopf. Nathalie, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous présenter l'exposition ? Cette exposition se déroule en 3 temps, 3 temps de vie. Avant la guerre, la vie de l'enfance, puis l'anéantissement et ensuite la continuité malgré tout. Cette exposition est surtout une exposition de peinture, est un récit de peinture avant tout, plus qu'un récit mémoriel, parce qu'il me semble qu'à travers l'art, il est possible de rencontrer l'indicible. Vous utilisez différentes expressions artistiques pour exprimer au mieux la tragédie, puis l'inévitable résilience dont ont fait preuve certains membres de votre famille. Oui, j'utilise effectivement avant tout la peinture, parce que je suis peintre et je veux parler de ça et à travers ça, même si dans cette exposition, j'ai introduit une bande son parce que les mots parfois peuvent ramener un supplément de poésie, nous emmener aussi dans d'autres sensations du corps. Faut-il privilégier l'art abstrait ou figuratif, ou bien alterner les deux pour exprimer l'indicible ? Je pense que je suis effectivement d'abord et avant tout un peintre abstrait, mais là, en l'occurrence, dans ce moment-là de mon chemin, j'ai eu besoin d'utiliser comme motif les quelques photos que j'avais les 2 photos que j'avais de mes grands-parents et les photographies portraits de ma mère et de sa sœur, parce qu'il m'a semblé important à ce moment-là de montrer ces personnes, quitte à les faire disparaître dans la peinture, parce que notamment mes grands-parents ne les ayant jamais connus, ils ne sont pour moi qu'une mémoire et la présence d'un passé, d'une histoire que je ne connais pas, mais qui m'a été racontée, et peut-être cette absence si terrible j'ai eu besoin de lui donner malgré tout du corps et de ne pas rester que dans un récit pur de peinture absolue. L'art, tel que la peinture ou la sculpture, utilise un langage qui parle à tout le monde. Seront-ils toujours plus expressifs que les mots pour traduire la souffrance puis la résistance ? Je ne sais pas s'ils seront toujours plus importants ou plus expressifs. C'est un autre type de récit. Peut-être que les arts plastiques, enfin la peinture ou la sculpture, appellent à un autre endroit de nous tous, d'autres sensations, d'autres émotions, un peu sans mots, à la fois dans le silence et malgré tout dans une puissance émotive très grande. Elles auront toujours leur place, je pense, parce que
ce regard est nécessaire pour les humains. Nous ne sommes pas que des êtres des mots, nous sommes aussi visuels, physiques, émotifs, sensibles. Le besoin de rendre hommage à votre famille répond-il à un projet de longue date ou était-ce quelque chose d'enfoui dans le subconscient ? Ça n'est pas enfoui dans le subconscient, ça a toujours été présent, ça fait partie de mon histoire, ça n'est pas mon histoire, parce que je n'ai pas vécu cette tragédie, mais c'était dit et caché, je l'ai beaucoup caché, j'ai souvent eu peur d'en parler, et il est arrivé un moment où j'ai pensé que c'était important pour moi de nommer, non seulement pour moi, mais parce que c'était le temps de ma place, de dire, de transmettre, et justement de transmettre ces blessures qui finalement ne sont pas cicatrisables et laissent toujours une trace sur plusieurs générations. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans ma vie de peintre, j'ai parlé de ça. Mais ça n'est pas mon sujet de prédilection. Vous avez étudié aux Beaux-Arts de Paris. La formation artistique initie aux techniques, mais l'émotion que ces œuvres dégagent ne tient-elle pas à votre propre histoire ? Oui, bien sûr. J'ai été étudiante aux Beaux-Arts de Paris et voilà, ça m'a donné peut-être le moyen de raconter mon histoire, même quand je ne le savais pas. Et effectivement, cette technique de recouvrement, de dissimulation, de montrer caché, amener les gens à bouger, vers la vie. C'est important. C'est important parce que c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'avec l'art, je pense que parfois on peut arriver à aller au-delà de soi, au-delà de retrouver une énergie, et puis retrouver une énergie, surtout une énergie de vie qui est indispensable. L'art est-il un outil pour soigner les maux de l'artiste et de ceux du visiteur ? Je ne sais pas si ça soigne les mots, mais ça met en mots, ça c'est vrai, mais des mots particuliers. Ça génère de la curiosité, de la question, des positionnements face à la société, à l'avenir, au présent, au passé. Quelle place a l'artiste dans la transmission ? Je ne sais pas exactement. Je ne connais pas réellement la teneur de la transmission, mais il se trouve que quand on regarde toute l'histoire de l'art, ça reste les grands témoins de nos vies passées, actuelles et futures. L'histoire de votre famille et de celle de 6 millions de personnes parties dans les camps résonne à travers vos œuvres, mais celle-ci pourrait aussi traduire la tragédie du peuple ukrainien, le cri des femmes afghanes et la détresse des peuples indigènes. Disons que je ne sais pas si ça retraduit ce qui se passe actuellement, mais effectivement, si j'ai eu envie de montrer ce travail, c'est aussi par souci d'une mise en garde actuelle de toutes ces grandes tragédies qui se répercutent, qui reviennent inlassablement, et de dire à quel point il est important d'être vigilant sur nos choix
nos actes, que nous n'en sortons jamais indemnes de toutes ces violences. Merci beaucoup Nathalie pour cette interview ô combien importante. C'est moi qui vous remercie d'être venue me rencontrer.